On va passer maintenant à l'exposé, à la présentation de monsieur Robert Bolognesi. Robert Bolognesi, c'est quelqu'un de très connu. Si vous pouvez peut-être venir ici. Ah, non, comme vous voulez. Il est extrêmement connu dans le milieu. Hein. Il est névrologue d'expérience, docteur en sciences de l'École polytechnique de Lausanne, DHDR, c'est-à-dire qu'il est habilité à soutenir, à aider des étudiants à passer des thèses à l'Université de Grenoble. Il dirige le bureau d'études météo-risques. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, qui s'occupe de calculer les risques pour sécuriser les routes en matière d'avalanche. C'est à la fois technique, mais accessible. Moi, je l'ai lu, passionnant. Je ne suis pas là pour le vendre, mais en tout cas pour vous dire l'expérience qu'il y a dans un ouvrage comme celui-là. Alors, il a le mérite d'être à la fois scientifique, technicien, homme de terrain, et puis praticien, parce qu'il est dans ce métier-là depuis 30 ans. Voilà. Donc en Europe, il y a peu de personnes aussi larges d'expérience et de compétences. Bon. J'ajoute que Robert Bolognesi connaît bien la vallée de Chamonix. Il a été le co-réalisateur au sein d'une équipe de 4 experts français et étrangers, nommés en 2012 pour refaire le PPRA de la commune. Le précédent PPRA, prescrit en 2001, approuvé en 2010, avait été contesté dès 2007 par l'ERAP et l'expert Richard Lambert, 57 couloirs des 117 étant à reprendre. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Je suis très content de venir partager une expérience ici avec vous, d'autant plus que dans la vallée, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé régulièrement, dans des situations parfois difficiles, parce que la vallée de Chamonix est une vallée qui connaît bien malheureusement beaucoup de risques naturels. Et en introduction, moi j'aimerais bien déjà rebondir sur ce qu'a dit M. Vallas, que j'ai trouvé vraiment intéressant, ce qui concerne les cartes, parce qu'il me semble qu'en matière de risque, on doit vraiment distinguer deux choses très différentes. Un risque qu'on pourrait appeler systémique, et là ça correspond au PPR, où justement on va définir des zones avalancheuses de façon à mettre une réglementation en place pour interdire ou autoriser des constructions. Et puis, il y a un autre risque qui n'est pas systémique, mais conjoncturel, celui qui varie chaque jour, et où là, des cartes qui, elles, sont prévues pour un risque systémique ne sont pas utiles. En effet. Donc, gérer le risque au quotidien avec des cartes du PPR, c'est valable seulement lorsqu'on est en situation d'aléa exceptionnel, c'est-à-dire une fois tous les 100 ans en principe, c'est-à-dire à l'échelle de la vie de quelqu'un, jamais. Donc, il faut être très très clair sur le fait que la gestion du risque en ce qui concerne l'aménagement du territoire et qui passe par des PPR et autres documents du même type, c'est fait pour régler un certain type de problème, mais que l'évacuation d'un quartier, le confinement, la fermeture d'une route, c'est une chose qui est totalement différente parce qu'elle varie au jour le jour, elle ne peut pas s'appuyer sur un document unique. Alors à mon avis, ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête et on ne peut pas tout penser régler avec une seule et même approche. Alors pour commencer, j'aimerais rappeler 2-3 petites notions vraiment de base qui sont très utiles pour... oui, je voulais rappeler quelques notions de base, et en particulier le fait que le risque, c'est toujours mathématiquement, mais d'une manière très simple, le produit d'une probabilité par un dommage potentiel. Le dommage potentiel, on peut facilement le comptabiliser. Si on a 10 maisons qui sont exposées à une avalanche et que chaque maison contient 2 personnes, on a 20 personnes exposées, le dommage potentiel, c'est 20 personnes. C'est facile à évaluer. Il suffit d'avoir une carte qui montre les zones touchées. Le problème, c'est d'évaluer la probabilité au jour le jour, qui peut varier à presque 0, quand on a par exemple un très bon regel au printemps et aucune avalanche qui va se déclencher, à presque 1 quand on a des chutes de neige considérables suivies d'une très forte pluie par exemple. Mais chaque jour, ça peut changer et ça change d'heure en heure. D'où la difficulté des décisions. Alors, le sujet pour lequel j'interviens, c'est justement quelle méthode on peut utiliser pour se prémunir du risque conjoncturel. On a assez parlé du risque systémique, donc je pense que le sujet est bien traité, mais du risque conjoncturel, sachant que les communes n'ont pas toutes des moyens illimités.
Si chaque commune a la possibilité d'engager 10 experts qui travaillent toute la journée pour prévoir le risque, il y a un certain confort pour la commune, mais toutes n'ont pas ces moyens, de loin pas. Et je dirais, l'idée que je défends, c'est que toutes les communes, même avec petits moyens, peuvent faire quelque chose qui est déjà assez efficace. Et évidemment, avec plus de moyens, on fera encore un peu mieux. Alors, pour présenter ces deux méthodes, je vais aller dans les deux extrêmes. Hein, je dirais une protection à minima et une protection optimale. Dans tous les cas, on a plusieurs étapes qui doivent être effectuées. D'abord, il faut observer les conditions. Ensuite, il faut s'informer, parce qu'il y a certains éléments qui déterminent les conditions qu'on ne peut pas observer, mais par exemple, l'isotherme 0, on ne sait pas quelle étude, c'est pas facile à mesurer, mais on peut avoir l'information. Ensuite, il faut poser un diagnostic. Est-ce que l'avalanche va partir ou pas, c'est-à-dire évaluer une probabilité d'avalanche. Ensuite, il faut décider. Et enfin, il faut protéger. Alors, je dirais, la protection à minima, elle ne va pas prendre en compte toutes ces étapes, mais elle peut se limiter à 3 étapes. S'informer, décider et protéger. Et puis pour ces différents points, on a à chaque fois des outils qui correspondent. Alors, à minima, s'informer, ça peut vouloir dire simplement consulter le bulletin de risque d'avalanche qui est émis quotidiennement par Météo France. Avec différentes demandes qui ont été effectuées auprès de Météo France, maintenant il y a quelques précisions supplémentaires. Par exemple, on différencie sur le bulletin le risque spontané d'un risque d'avalanche provoqué. C'est déjà une bonne chose. Évidemment, je vois que vous faites un peu la mouche, je comprends bien, parce que le bulletin a une portée régionale, et puis le risque, il a une portée locale, et il est traité au niveau de la commune. Et on n'a pas forcément exactement le même risque au niveau régional, qui est une sorte de moyenne, et au niveau local. Donc il y a une différence. Alors, la commune qui serait à moyen très limité pourrait utiliser ce bulletin de risque d'avalanche en l'associant à une grille de décision qui a été établie préalablement. Exemple, on dit en cas de risque 4, on regarde si la hauteur dans les couloirs, en haut du couloir, en bas du couloir dépasse une certaine limite, qui dépend des lieux, et on regarde encore si la précipitation est supérieure à temps. Si c'est le cas, on applique telle protection. Ça veut dire que cette espèce de matrice de décision qui est préparée préalablement, demande du travail, ça, ce qui représente un certain coût, mais ensuite, une fois qu'elle est en place, la prévision, enfin la gestion du risque au quotidien consiste à consulter un bulletin avalanche et ensuite aller déterminer dans un tableau les mesures à prendre. Alors ça paraît très basique, bien sûr, mais si cette matrice de décision a été bien faite, convenablement étudiée, avec des données anciennes, et qu'elle a une bonne valeur, on obtient à très faible coût, on en parlera tout à l'heure, déjà une prévision, une gestion du risque qui est déjà très intéressante. Donc avec très peu, on fait déjà quelque chose qui est pas mal. Donc ça, c'est vraiment à minima. Alors combien ça coûte à peu près? Bon, j'ai fait quelques appréciations. Pour consulter le bulletin, il faut le faire tous les jours. On compte combien de temps ça représente, etc., etc. Sur une saison qui dure à peu près 150 jours en moyenne, pour une station de montagne, ça fait à peu près 1/10 d'emploi plein temps. Donc vous voyez ce que ça peut représenter au niveau du coût. Et puis à ce coût de fonctionnement donc, qui est récurrent, qui est annuel, on doit ajouter le coût d'une étude qui permet justement de caler convenablement cette matrice de décision. Donc vous voyez, au niveau d'une commune, c'est pas rien, c'est pas zéro, mais c'est encore relativement faible. Ça, c'est ce qui concerne la partie information. La partie décision, le coût est plus ou moins nul parce que c'est le maire qui va prendre la décision, éventuellement en réunissant ses conseillers ou une commission de sécurité. Et au niveau de la protection, on en parlera ensuite parce que la prévision et la protection sont deux choses indépendantes aussi. Donc ça, c'était pour la gestion du risque à minima. Maintenant, la gestion optimale, elle va ressembler à la gestion à minima, sauf qu'on ne va pas se contenter de s'informer, mais on va aussi observer. Et on ne va pas se contenter d'une matrice de décision, mais on va diagnostiquer. Alors l'observation, évidemment, ça coûte un petit peu plus cher parce que ça veut dire qu'on va relever des données qui concernent effectivement le domaine qu'on doit surveiller. Alors ces données elles peuvent être relevées sur des stations météorologiques manuelles. Au niveau matériel, ce n'est pas grand-chose. Il faut simplement délimiter un parc, installer une perche à neige, une planche à neige et quelques
quelques instruments supplémentaires qui sont peu coûteux. Par contre, ça veut dire que tous les jours, il faut qu'un observateur, disons un technicien, puisse faire des relevés au minimum de précipitations, de température et quelques relevés nivologiques supplémentaires. Ensuite, une station météo manuelle n'est pas toujours suffisante parce qu'on peut avoir une commune dont les habitations se trouvent à 1000 mètres d'altitude, mais des zones de départ à 3000 mètres. Et ce n'est pas toujours possible pour un observateur de monter, faire des mesures dans ces zones-là. Donc là, évidemment, on aimerait avoir recours à des stations automatiques. On est dans la version optimale. Hein. Donc des stations automatiques qui peuvent être soit des stations qui appartiennent à un réseau qui est déjà existant. Quand on a la chance, par exemple, d'avoir une balise Nivose en France à proximité, c'est utilisable. Dans d'autres pays, on a des réseaux de mesure qui sont aussi gérés par les États et qui sont utilisables. Ou bien, on peut installer aussi des stations météorologiques, entre guillemets, low cost, c'est-à-dire qui sont peut-être... qui n'ont peut-être pas les mêmes garanties de résistance dans le temps, mais qui donnent quand même des valeurs utilisables et que la commune peut installer localement. C'est encore pas suffisant parce que des données météorologiques ne permettent pas d'avoir toujours une bonne information sur le manteau neigeux. Donc il faut compléter encore par des relevés nivologiques. C'est ce qu'on faisait notamment à Chamonix et au col des Montets avec des profils, des coupes de neige qui sont effectuées plus ou moins une fois par semaine, un peu plus souvent quand les conditions le demandent, un petit peu moins souvent quand on a de la stabilité, mais disons grosso modo une fois par semaine. Ça, c'est simplement pour l'observation. Ensuite, on a l'information. Tout à l'heure, on a parlé du bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Dans la version optimale, on va un petit peu plus loin. On va consulter des modèles météo de façon à affiner les prévisions météo qui, encore une fois, sont très souvent régionales et rarement locales, de façon à pouvoir avoir un petit peu d'avance sur les événements, dans l'idéal 24 ou 48 heures. Ensuite arrive la partie diagnostic. Dans la version à minima, on ne s'en occupait pas. On prenait le diagnostic donné par le bulletin qu'on adaptait via une matrice. Là, cette fois-ci, dans la version optimale, on essaie d'établir des diagnostics locaux. Et ces diagnostics locaux, ça demande encore des moyens. Ça demande un ou des experts. On dit plutôt des experts parce que comme le travail doit être effectué 7 sur 7, il faut pouvoir pallier un accident, quelqu'un qui est malade ou autre. Donc ça veut dire qu'il faut 2 personnes qualifiées. Soit dit en passant, c'est pas facile à trouver parce que des personnes qualifiées qui sont d'accord de travailler seulement à temps partiel, seulement pendant l'hiver, on a du mal à les recruter. Mais enfin, je parle de la nécessité. Hein. Et puis, cet expert peut travailler avec des outils qui vont l'aider à poser des diagnostics qui soient le plus fiables et le plus réguliers possible, en s'aidant avec des modèles de prévision d'avalanches locaux. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai développé un qui s'appelle Nivologue. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'expert puisse avoir un outil qui va l'aider à poser des diagnostics toujours plus fiables. La partie décision, ensuite, elle ressemble un petit peu à la version à minima, sauf qu'en principe, la commune peut déjà se faire préparer le travail par l'expert, justement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir la pleine latitude pour sa prise de décision, l'expert n'étant qu'un conseiller, et en pouvant faire intervenir une commission de sécurité. Donc la partie décision, je dirais, pour la commune, même dans la version optimale, n'est pas encore un poste trop lourd en termes de moyens. Et puis la partie protection, on verra ensuite. Alors maintenant, ce qui concerne les moyens correspondant à cette version optimale, là aussi, ça dépend beaucoup des sites. Hein. Une commune qui va avoir 25 couloirs à gérer avec beaucoup d'habitations menacées va avoir besoin d'une présence sur le terrain beaucoup plus importante qu'une commune qui aura peut-être 1 ou 2 couloirs dangereux. Mais grosso modo, moi j'évalue que ça représente à peu près 0,8 emplois plein temps. Ça demande des études préparatoires pour savoir où placer les centrales de mesure, pour bien connaître à nouveau nos risques potentiels. Et puis ça demande aussi des stations automatiques éventuellement, météorologiques, en altitude. Stations automatiques pouvant être équipées avec des capteurs, avec des webcams, avec toutes sortes de matériel utiles. Donc vous voyez, on a 2 versions possibles. Je dirais la version à minima est relativement peu coûteuse et déjà assez efficace. La version complète est beaucoup plus coûteuse, plus efficace évidemment, et en principe plus évolutive. Enfin, en tout cas, elle peut évoluer plus rapidement. Voilà pour ce qui est du diagnostic jusqu'à la décision. Ensuite, la protection. Quels que soient les moyens mis en œuvre pour diagnostiquer, les moyens de protection sont indépendants. Et là, on a les moyens classiques, entre autres l'information. Alors
Alors l'information temps réel si possible. Maintenant, on a à disposition des réseaux sociaux, des sites internet, des applications de communication, de messagerie. Et ensuite, les autres décisions, c'est le confinement. Alors là, en principe, les forces de l'ordre sont appelées en renfort. Donc là, il n'y a pas de coût particulier pour la commune, en principe. Et puis, il y a des évacuations. Et là aussi, l'étape peut aider aux communes. Donc, vous voyez, je dirais, si je prends que les coûts d'exploitation réguliers de chaque année, entre la version à minima et la version optimale, on a pratiquement un facteur 10. Et donc là, c'est à la fois le dommage potentiel et les ressources de la commune qui peuvent permettre de choisir la solution la plus adaptée, quitte à commencer avec une solution à minima et la faire grimper peu à peu en efficacité, en moyens au cours des années. Alors voilà, c'est un petit peu le cœur de ce que je voulais présenter, et en insistant encore une fois en conclusion sur le fait qu'on doit absolument bien différencier le traitement d'un risque entre guillemets systémique et d'un risque conjoncturel, même si des fois ils peuvent se rapprocher. On doit traiter les deux, l'un et l'autre, et ne pas entrer dans une confusion, et ne pas se tromper d'outils pour l'un et pour l'autre. Bon, mais merci beaucoup de cette présentation dense, intéressante et certainement évocatrice d'un certain nombre d'idées pour nos élus. Je vais poser la question à Jean-Christophe Bech est guide de haute montagne. Il est ancien président de la Chamoniarde. Je lui pose une question tout de suite parce que Robert Bugnozzi a parlé de ce besoin d'analyse du manteau neigeux sur le terrain. Et finalement, c'est un peu ce que vous faites dans la vallée. Donc, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe. Alors oui, c'est effectivement, là, quand j'entendais le début de la réunion, c'est exactement ce que je me disais en vous écoutant, maître, avec un grand intérêt. Et c'est souvent un petit peu le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de mettre les choses dans des tiroirs, de faire des choses très carrées administrativement, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Et voilà, je n'ai pas, malheureusement, mais je n'ai pas les compétences de Robert. Mais voilà, effectivement, à Chamonix, alors on a la chance. On a la chance quand même d'être extrêmement soutenu par la Comcom, par la commune de Chamonix. On est extrêmement soutenu et on a créé un petit groupe d'observateurs qu'on appelle les observateurs niveau. Je dis bien des observateurs, mais nous ne sommes pas des analystes. Nous sommes observateurs, donc on est quand même formés sur la nivologie. On est tous guides de haute montagne parce qu'on est amené précisément à faire des études du manteau neigeux dans des domaines qui ne sont pas sécurisés, donc l'opposé des domaines skiables. Voilà, je tiens à être précis là-dessus, quand même. On a pris un petit peu le relais de Robert, donc, qui disait effectivement avoir pendant de nombreuses années fait ces mêmes études sur le lieu précis du col des Montets. Donc le petit groupe de niveau observateur. Ah, oui, pardon, oui, voilà. Et là, est vraiment pour prendre des infos, et on a plusieurs missions que je vais pouvoir vous détailler un petit peu. Juste en avant-propos, je voudrais quand même vous dire que l'année dernière, qui n'a pas été une saison très remarquable au niveau des quantités de neige, Monsieur Bourdet disait qu'effectivement, à l'automne dernier, il y avait eu énormément de neige, ce qui n'est pas tout à fait faux, voilà, mais à Noël, il n'y avait plus rien. Voilà, bon, c'est juste un petit détail, hein. Mais voilà. Donc et que les observateurs niveau, pour autant, qui auraient pu avoir un petit peu moins de travail l'année dernière, justement face au manque de neige, et puis en fait, il y a eu très peu de phénomènes avalancheux, sauf malheureusement en fin de saison. Là, il y en a sur un week-end particulièrement, ça a été assez dramatique, et dans plusieurs massifs en plus, pratiquement spontanément. Le groupe niveau a quand même effectué 108 jours, alors je dis bien pour la Comcom et la commune de Chamonix, 108 jours d'observation. La Comcom, c'est les 4 communes. Oui. Voilà. Je parle bien de la Comcom. Voilà. Mais nous travaillons pour les deux, et pour la Comcom et pour la commune de Chamonix.
Donc voilà, ça nous a permis quand même de faire 108 jours d'observation sur le terrain, ce qui veut dire que même quand il y a des hivers qui ne semblent pas fort enneigés, eh bien on essaye de rester vigilant. Donc le but de nos observations, parce qu'on a plusieurs degrés d'observation, le but est simple, c'est soit de mesurer effectivement des quantités de neige après des précipitations, soit de découvrir, Robert peut-être pourra prendre le relais s'il a encore 5 minutes, sur la recherche d'une instabilité du manteau neigeux, à savoir, peut-être que vous avez entendu parler de ce genre de choses, mais à savoir la détection d'une couche fragile et quelle incidence ça peut avoir. Donc on a un peu de matériel en place. Les premières données ne demandent pratiquement aucun matériel, à part une perche en bois graduée et une petite planchette. Donc ça, c'est la première mission que nous avons, c'est qu'on a des représentants dans chaque village. Et qui tous les matins, enfin pas tous les matins, mais après chaque précipitation, quelle que soit la nature de la précipitation, je tiens bien à le dire, que ça soit de la neige ou de l'eau, on relève donc ou la quantité d'eau ou la quantité de neige, donc en cumul par ce qu'on appelle la perche. Et puis l'appréciation de la chute de neige dernièrement tombée. Et là, on utilise une planche précisément pour mesurer cette quantité de neige dernièrement tombée. Donc voilà, à chaque intempérie, on récolte ces informations de Valorcine aux Ouches. En plus de ça, on a des informations aussi par les services des pistes des stations, qui ont aussi des stations météo, donc qui nous donnent, voilà, Flégère, telle altitude ce matin, température, type de neige, sens du vent, quantité de neige, enfoncement piéton, enfin voilà des données très très classiques, mais qu'on a systématiquement. Et puis en dehors de ça, donc on a aussi des missions sur le terrain. On fait ça par binôme pour la sécurité, parce qu'on se déplace en pot de phoque. C'est pour ça qu'on utilise des guides, que tous les observateurs niveaux sont guides. Et là, on accède quand même dans des terrains qui peuvent être franchement dangereux. D'où l'intérêt du binôme, quand même, d'autosurveillance, ou plutôt de surveillance mutuelle. Et le travail que l'on fait, toujours d'à peu près dans les mêmes points, pareil, disséminés entre Valorcine et puis le Lachat du côté des Ouches. Bourjas, c'est un petit peu plus difficile pour l'instant, mais on y va quand même une fois dans l'hiver. Et voilà le genre de travail que nous faisons. Là, c'est le thème de la photo. Donc là, on fait un profil, on fait un trou dans la neige. À une certaine altitude, dans diverses orientations. En général, on fait un nord, un sud, sur un versant ensoleillé qui subit donc du réchauffement, et des versants nord un petit peu plus à l'ombre. On étudie les strates de neige, on les mesure, ces strates de neige, et le plus important, c'est effectivement les deux tests que l'on fait systématiquement, c'est-à-dire on fait un test de fragilité, c'est-à-dire qu'on taille une colonne de 30 sur 30. Donc ça, c'est parfaitement, voilà, c'est complètement européen. Tout le monde fait ça. C'est pas spécial Chamonix, pas du tout. C'est quelque chose qui est reconnu. On fait une colonne, on découpe une colonne de 30 sur 30 avec un code. On tape sur une pelle et on voit effectivement si dans la couche, à quel niveau de cette colonne il y a un effondrement qui laisserait apparaître effectivement une couche fragile. Voilà. Et en fonction du nombre de coups, je ne vais pas partir dans les détails, mais en fonction du nombre de coups qu'on donne sur la pelle, eh bien voilà, on a une fragilité plus ou moins grande. Ça, c'est le test de stabilité. Ce qu'on y ajoute maintenant systématiquement, c'est un autre test qu'on appelle un test de propagation. Parce qu'effectivement, on a remarqué que dans le manteau neigeux, il peut y avoir une instabilité, mais le deuxième phénomène, c'est un phénomène de propagation. C'est-à-dire que cet effondrement de la couche fragile va s'arrêter, je dirais, sur la colonne de 30 sur 30, mais suivant la nature, voilà la démonstration de mon collègue Sylvain Frindeau, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc il a déterminé la couche fragile. Dans la couche fragile, il a donné un petit coup de scie sur 10 cm et ça a découpé sur 1,50 m. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un test de propagation et qui est évidemment extrêmement important dans l'analyse du manteau neigeux. C'est comme ça que vous voyez effectivement des plaques. Quelqu'un va toucher à un moment donné la couche fragile avec ses skis.
donc très ponctuellement, dans un endroit très précisément, mais la texture, la qualité de la neige fait que, à ce point A, ça va découper sur une certaine distance jusqu'à un point B. Donc le risque n'est pas tout à fait le même. Il faut voir aussi quelle quantité de neige ça peut mobiliser sur la couche fragile. Donc voilà, ça on le fait aussi d'une manière hebdomadaire à plusieurs endroits de la vallée. On communique tous ces renseignements par une application qui s'appelle Varsom Regobs, qui est une application qui a été mise au point par les Norvégiens et qui est partagée par les communes, toutes les communes. Et effectivement, il y a plusieurs acteurs. Il y a la Comcom, mais il y a aussi ATMB pour le tunnel avec Chamonix et puis le département pour le col des Montets. Donc, il y a voilà. Alors, on va pas mettre les choses sur le même plan parce que le tunnel, c'est voilà, puis je pense que c'est pas forcément le débat. On est vraiment dans de la prévention et non pas dans l'organisation. Le tunnel, c'est du privé, c'est pas pareil. Donc pour continuer et finir sur ce que je disais, donc on récolte toutes ces informations sur cette application Regobs et on a effectivement à chaque observation, on a effectivement donc des données précises et lorsqu'il y a une alerte, des remarques de notre part, parce que les tests ont révélé une certaine instabilité. Les communes sont au courant. On réunit ou pas une commission de sécurité. Ces éléments-là sont discutés. On prend la météo du jour et on discute. Effectivement, on décide d'adopter tel ou tel comportement par rapport au risque. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci, merci Monsieur Belge. J'ai dépassé largement mon temps, je suis désolé. Merci Monsieur Belge de cette expérience de terrain là, que vous avez au quotidien dans cette période hivernale. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Gobert. Philippe Gobert, 3e adjoint au maire des Ouches et chargé de l'aménagement, sécurité montagne, risques naturels. Bon, Monsieur Gobert, dans la vallée de Chamonix et des Ouches, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment les choses ont avancé depuis 2-3 ans dans ce domaine de la protection et des méthodes et des moyens que vous avez mis en place pour finalement protéger les résidents de la vallée du risque d'avalanche? Bien, alors je vais essayer d'être un peu plus court que mon collègue. Donc nous, on part sur quand même des enjeux. Hein, c'est tout à l'heure, Robert en parlait, mieux observer, mieux protéger et mieux prévenir. Hein, ce sont on va dire trois mots qui sont très importants justement au niveau de la sécurité. Vous avez la télécommande pour faire avancer vos diapos. Hein. Ah, d'accord. Donc la sécurité, mieux observer, je vais vous en parler, c'est la mise en place de perches et d'une caméra qui a été mise en place cet été. Dans le cadre de mieux protéger, ça va être le paravalanche, les travaux qui vont certainement débuter en 2024 au niveau du paravalanche. Madame le maire en a parlé tout à l'heure. Et puis mieux prévenir, je pense que ça sera un sujet de discussion aussi, c'est l'automate d'alerte, hein, aujourd'hui, qui est depuis plusieurs années, qui est en place sur la commune et dans la vallée, qui fonctionne à merveille. Donc on va changer de diapo. Donc voilà, suite, alors je vais vous parler de la mise en place, on en est venu à mettre dans le cadre de mieux observer, après discussion avec les observateurs et les élus des 2 communes, des 3 communes même, et suite, nous, à une avalanche de 2018 que l'on a eue, et une autre au printemps 2021. Donc nous avons décidé de mettre en place, donc je vais énumérer un petit peu les dates, vous allez voir qu'on en arrive à une conclusion qui est très intéressante quand même. Donc fin d'hiver 2021, nous avons effectué un repérage en hélico, plus une coupe de neige par le groupe des observateurs niveau que JC parlait tout à l'heure, donc de la compagnie des guides. Le responsable des risques naturels de la communauté de communes de la vallée de Chamonix et le responsable, donc moi-même, de la commune des Ouches.
Donc là, on est allé sur les lieux pour voir éventuellement où on pouvait mettre ces 4. Alors on a mis en place 4 perches qui étaient, on va dire, ça a été un essai. Donc là, je vous ai marqué les altitudes. On en a mis 2 à 1800 mètres d'altitude et 2 à 2500 mètres d'altitude. L'été 2022, nous avons validé les lieux d'implantation des perches à neige avec Météo France, donc à titre expérimental. Donc toujours novembre 2022, on reste dans la même année. Nous avons installé donc les 4 perches dans le bassin versant du lieu-dit, le Bourgeat. Donc c'est la diapo qu'il y avait juste avant, les 4 perches donc, qui ont été mises en place. Alors bien sûr, je vais parler en même temps du financement de ces perches, qui est quand même intéressante. C'est pareil, c'est un long parcours aussi. On en parlera aussi tout à l'heure. Donc là, le montant de cette opération qui était chiffré à 10 450 € hors taxe, et on a réussi à avoir donc du fonds Barnier que vous connaissez à hauteur de 50%. Et par contre, là, au niveau de la commune des Ouches, nous sommes à 50% au niveau de la commune pour la mise en place de ces 4 perches. Ça a été un peu pas une première, mais ça a été quelque chose un peu dans la vallée où une des communes, mis à part Chamonix, qui avait déjà quelques perches, donc il a fallu étudier sur la mise en place de ces perches sur une autre commune. Donc voilà, les premières perches avaient été financées, je pense, par la commune de Chamonix. L'hiver 2022-2023, collecte d'infos, donc on voit carrément la photo de droite, là, c'est ce qui retrace un petit peu tout à l'heure ce que faisait voir JC, où là nous sommes montés dans le couloir Trappier, là nous sommes au sommet du couloir Trappier à 2800 mètres d'altitude, au printemps, voilà, pour faire un relevé, pour voir un petit peu l'état du manteau neigeux. Donc ça avait été fait donc, par les observateurs niveau de la compagnie des guides. Et puis on peut voir sur la photo de gauche, aujourd'hui les perches qui sont mises en place et ce que ça donne quand on regarde du fond de vallée, enfin du bas des Ouches, à la longue vue. Donc là, c'est pas à l'œil nu, c'est avec une longue vue, où on arrive quand même à avoir quand même une hauteur de neige, à savoir que, vous voyez, il y a du rouge et du jaune, c'est mentionné tous les mètres, et le petit bout de bois est tous les 50, c'est ça, je sais. Le long d'un petit scotch, normalement. Ça, c'est les anciennes, c'est les anciennes, ça. Ouais. aussi. On arrive à 20 cm. Voilà. Sachant du point d'observation, au plus loin, on est quand même à 4 km de l'implantation de la perche. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc ça, c'était les 4 premières. Donc en septembre 2023, donc cette année, suite à un état des lieux, donc on va changer de... Ça y est. Donc suite à un état des lieux, constat de l'endommagement de 2 perches. Donc on voit sur la diapo carrément de droite, voilà, c'était un essai. Ça c'est une perche qui était dans le couloir Trappier où voilà, il y a eu une chute de pierre, même. Donc qui a sectionné, enfin qui a cassé la perche, qui n'a pas sectionné, qui a cassé la perche. Elle est quand même restée, le pied de la perche est resté sur place. Donc, et puis lors de la crue avalancheuse de mai 2023 et des chutes de pierre de l'été 2023. On parle de neige, mais il faut savoir quand même qu'au printemps, on a aussi là-haut, on a de l'eau qui arrive et puis on a quand même des chutes de pierre qui descendent tout l'été. Parallèlement, une webcam est installée sur la route d'accès de Merlet, donc afin d'augmenter la fréquence des observations. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu après. C'est un financement qui est quand même beaucoup plus élevé. Là, on voit bien donc la mise en place qui s'est faite au mois de juillet. Aujourd'hui, on a une surveillance, on va dire, de la commune des Ouches, plus un couloir qui est sur Tacona. Et on arrive même à voir, je ne sais pas si vous avez entendu parler du lac des Bossons, on en a parlé, on en a parlé aux informations. On arrive à avoir une vue sur le lac aussi des Bossons, donc c'est quand même très intéressant. Et la diapo juste d'après, voilà ce que ça donne sur la caméra. Alors là, on n'est pas en mode zoom, on peut aller zoomer, on peut quand même aller assez près. Aujourd'hui, on peut observer avec la caméra, on peut observer les perches. Et puis, hop, la dernière diapo.
Donc en octobre 2023, réunion avec Météo France pour affiner l'emplacement de 2 perches endommagées. Donc les perches que vous avez vues tout à l'heure, hein, qui ont été cassées, donc il a fallu les remplacer. Et puis fin octobre 2023, avant le mauvais temps, ça c'est juste avant le mauvais temps, hein, qui est arrivé, consolidation des 2 perches restantes et installation de 3 nouvelles perches. Donc ce qui fait un total de 5 perches qui ont été, donc on a remplacé celles qui étaient cassées et on a changé, on a mis des perches, en fait, on les a mis dans une autre situation, hein, dans d'autres couloirs. Voilà, et puis les perches, comme le disait JC tout à l'heure, des perches qui ont été un petit peu modifiées, qui sont un peu plus larges et qu'on peut mieux apercevoir de plus loin. Là, on voit bien que c'est le mètre et le 50 cm qui est représenté par le scotch. Donc le financement de ces perches, aujourd'hui, je crois que je ne vous ai pas parlé du financement de la caméra. Je reviens juste 2 secondes en arrière. Donc le montant de l'opération de la caméra, on peut revenir en arrière là, M. Bourdet? Oui. Voilà, le fonctionnement de la caméra s'est chiffré à une hauteur de 19 800 € hors taxe. Donc là, on a pu bénéficier d'un fonds Barnier et d'un fonds vert. D'ailleurs, on a été, il me semble, les premiers à pouvoir bénéficier de ces fonds verts qui s'est mis en place en Haute-Savoie. Et puis, donc, on a eu un financement de 20% au niveau de la commune des Auches. Voilà. Et là, sur le financement de ces 3 dernières perches que l'on a changées et rajoutées, donc le montant de l'opération s'est élevé à 8 547 € hors taxe. On a eu un financement du fonds vert de 30% et par contre 70% de la commune des Auches aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est de la mise en place donc, des perches. Pour Merci. nous, ça a été un moyen d'observation. Merci, M. Gobert. Intéressant pour les maires qui nous écoutent, là, de voir qu'on peut arriver à trouver des solutions, hein, à se faire financer des opérations, des installations. Et c'est un point essentiel, notamment pour les communes qui sont les moins à l'aise. Et il y en a beaucoup. Alors, je vais passer maintenant à M. Jacot. Je pose une question en essayant de faire en sorte que ces diapos soient visibles. Pendant l'intermède technique, juste indiquer par rapport aux propos de Robert Bolognesi que très clairement sur la commune et sur la Comcom, on est dans une version d'optimisation et optimale. Et effectivement, on accorde toute notre attention aux risques conjoncturels. Et je vais prendre l'exemple de l'épisode en cours. On s'est posé la question samedi de réunir une commission de sécurité parce que tout dépendait de la remontée de la limite pluie-neige. Donc les quantités d'eau qui sont arrivées, finalement, il a plu très très haut vite. Donc la neige mobilisable sur les versants susceptibles d'atteindre la route des infrastructures n'était pas suffisante. C'est ce qui a fait qu'on a levé la préalerte. Bien, merci de ces précisions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Jacot, où on en est dans Chamonix elle-même, la commune, puisque vous avez été les premiers à installer quelque chose, des caméras, et comment ça se passe et quels sont les plans à venir? Vous avez la petite pièce pour faire bouger. Oui. Donc, je disais, on est dans une version optimum avec 4 stations nivologiques en amont du col des Montées, qui mesurent le vent, température et hauteur de neige. Une caméra HD installée à la tête de Chenavier. Et puis, donc, on est dans le Chamonix, le territoire s'inscrit dans le réseau des stations Nivos de Météo France. Et bien entendu, on bénéficie également de tout l'apport des observations de domaines skiables de France. Enfin, de la vallée de Chamonix. Donc, une idée pour la caméra de Chenavier, elle a la particularité d'avoir besoin de sa source d'énergie. Donc, lorsqu'elle fonctionne, puisqu'il y a eu suffisamment de soleil ou que ça a suffisamment dégivré ou que la partie éolienne fournit de l'énergie, on arrive à ce type de vision avec sur la tranche du haut une vision diurne et la vision nocturne en dessous. Donc, c'est une très très grande qualité d'objectif. Il y a des zooms qui sont préprogrammés. Alors, ça nous permet soit de lire le terrain lui-même, essayer d'en déterminer le niveau d'enneigement, les accumulations ou pas,
que les crêtes aient été très très soufflées par le vent, quand bien même on a les mesures de vent, c'est l'occasion d'en mesurer les effets. Mais également, si on sort d'une forte période de précipitation, c'est pour nous aussi la possibilité de lire l'activité avalancheuse, donc de confirmer ce qu'on avait pu faire en analyse qui précédait l'épisode, mais également de nous dire si une partie des pentes sont purgées, donc partiellement sécurisées pour les épisodes d'intempéries à venir. Alors les perches à neige, quatre nouvelles perches ont été installées sur le secteur de Blétière. Bien entendu, on essaye de déterminer les lieux d'implantation pour pouvoir renforcer, améliorer nos observations, et faire donc parvenir des informations fiables. Toute la problématique du déplacement des observateurs sur le terrain est vraiment prégnante. Donc tous les dispositifs qui ne demandent pas d'entretien, qui peuvent être consultés à distance, dès que la visibilité le permet, sont bons à prendre. On a vu que les coûts ne sont pas excessifs. Donc voilà, c'est vraiment un élément important. Alors, en projet, avec les informations que nous faisons remonter, tous les points d'observation, il est clair que un des points déterminants de l'évolution climatique et du réchauffement, c'est de voir comment se comporte la montagne avec les remontées des températures en altitude de la limite pluie-neige. Et ce sont vraiment des points importants et qui nous incitent à re-questionner les points d'intervention sur le plan de déclenchement d'avalanche. Ça commence par une phase expérimentale, c'est-à-dire que le document de PIDA est un document administratif qui est assez poussé, détaillé. Donc nous passons par une phase d'expérimentation pour tester de nouveaux points de déclenchement, souvent avec le moyen hélicoptère plus un déclenchement d'explosifs. Et ensuite, peut-être ou pas, de décider d'implanter de nouveaux dispositifs fixes, type GASEX, sur certaines pentes. Mais donc c'est complémentaire aux études préalables. Hein. Il y a une dimension qui peut être obtenue par rapport au logiciel, mais vraiment l'observation de terrain est très très importante pour déterminer ces nouveaux points potentiels. Et également, vu les informations, la richesse des informations produites par les caméras, donc nous sommes en cours d'études et d'implantation pour pouvoir observer le secteur du Brévent et le secteur des aiguilles de Chamonix. Donc vous l'aurez compris, avec une caméra rive droite et une caméra rive gauche, si possible, avec de l'énergie disponible et du réseau pour transmettre les données qui soient également accessibles. Merci de ces précisions. Donc là encore, pour les maires qui nous écoutent, les protections peuvent se mettre en place. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien sûr, mais c'est un devenir qui est attendu dans beaucoup de mairies. Et le fait de savoir un peu comment ça se passe dans des communes qui sont en avance peut permettre de faciliter les réflexions pour chacun d'entre vous. Alors, nous allons maintenant passer à la... Alors, est-ce qu'il y a des questions à M. Bolognesi, des personnes ici présentes ou des personnes sur le webinaire? Pas de questions dans la salle? Des remarques? Tellement rare que je parle au micro que j'en profite. Non, j'avais plusieurs remarques. Tout à l'heure, j'entendais Robert Bolognesi qui disait il est difficile de trouver des personnes qui pourraient travailler à mi-temps, à quart-temps pour donner ces informations. Je rebondis sur l'intervention de Jean-Christophe, sur la situation. C'est que le guide, il est quand même souvent disponible en cas de mauvais temps. Il n'a pas forcément des clients à amener dans l'Alpe et peut-être qu'il est un petit peu plus disponible. Peut-être que ça vaut le coup pour les communes de montagne et des élus qui nous écoutent, de contacter leurs professionnels de la montagne qui pourraient peut-être faire ce travail-là. Et puis, pour recevoir les relevés de la couche d'avalanche, j'appuierai quand même parce que c'est très technique, c'est très intéressant. Il y a des carrés, des ronds, des traits. Mais si vous n'êtes pas là pour les interpréter, nous, on est un peu comme des crétins. D'où l'importance aussi de mettre dans la boucle des gens qui pourront interpréter les données. Et puis, jamais oublier pour les élus que quand le système ne marche pas, quand les remontées mécaniques ne vous permettent pas d'accéder à certaines zones, quand on est en difficulté, ce travail d'année en année vous a donné beaucoup de connaissances
qui est utile à la décision si on ne peut pas se rendre sur place. Et cette connaissance, elle s'enrichit d'année en année, de saison en saison, et c'est important de bien la partager. Bien, merci. Alors, nous allons passer maintenant au dernier module de ce webinaire, qui est relatif aux outils à disposition des maires en cas de danger imminent, avéré. Comment avertir les populations? Vous y trouverez les exemples de Chamonix, des Ouches, de Valorcine, mais aussi des Contamines et d'autres communes. Et nous souhaitons terminer cette présentation du module relatif aux méthodes et moyens par quelques diapos que nous a remises M. Bolognesi et qui peuvent nous être envoyées sur demande directement par mail. Nous en souhaitons bonne lecture.